la France n'a pas à rougir de ses monarchies. Elle peut rougir seulement de la manière extrêmement brutale et cruelle dont s'est terminée la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors, bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. La première question sera une question qui rebondira sur votre entretien avec Piero San Giorgio récemment. J'aurais voulu vous demander quelle différence majeure existe-t-il selon vous entre votre génération et les nouvelles générations? L'écart qui existe entre toutes les générations dans un pays qui est en décadence accélérée, il est évident que l'éducation que j'ai reçue, les principes qui ont gouverné ma jeunesse, ne sont pas du tout ceux qui sont aujourd'hui en odeur de sainteté. Alors, c'est sûr que les jeunes sont de leur temps. Et ils sont les fruits de ce qu'est devenu la famille française, instable, souvent recomposée, et toujours d'ailleurs généralement insuffisante en nombre. C'est un grand problème de la démographie relative de l'Europe et du reste du monde. Et bon, l'école, je n'en parle même pas, parce qu'elle a évolué d'une telle sorte que quand je raconte ce qu'étaient les tempos de travail et de temps où j'étais au collège, maintenant mes petits-enfants sont épouvantés, parce que quand j'étais au collège chez les jésuites, on se levait à 6h30 le matin, 6h le matin l'hiver et 5h l'été. Bon, c'est-à-dire que c'est tout à fait différent. Hein, bon. Et puis, bon, l'environnement, nous sommes entrés dans le carcan européen qui a vidé la souveraineté française de sa substance et qui vise, comme d'ailleurs le mondialisme dont elle est un simple relais, à détruire les nations, à les démanteler, et donc à ruiner l'esprit national. Et ils ont bien du mérite ces jeunes Français ou jeunes Françaises qui ressentent le besoin d'avoir une patrie et d'avoir une nation, un territoire, et de le défendre pour l'avenir. Selon vous, quel est le problème le plus urgent à régler aujourd'hui pour la France? Est-ce que c'est la sortie de l'euro ou l'arrêt de l'immigration? Le plus important, c'est la prise en compte du phénomène démographique. Parce que c'est lui qui va gouverner la vie des nations et la vie des peuples dans les décennies qui viennent. La situation est d'ores et déjà très dangereuse, en ce sens que si l'on compare le chiffre de population de l'Europe que j'appelle boréale, c'est-à-dire celle qui va de Brest à Vladivostok, il y a 750 millions d'habitants. En face, 7 milliards. Ils ont 45 ans de moyenne en Europe, ils ont 20 ans de moyenne d'âge dans le reste du monde. Par conséquent, la différence ne cessera de progresser, la misère de grandir dans tous ces pays, et la pauvreté dans les nôtres. Des conflits très violents sur le plan économique, social, politique vont intervenir, déclenchant d'ailleurs des torrents migratoires de gens qui essaieront de fuir le désastre et qui considèrent que l'Europe c'est le radeau de la Méduse et qu'il faut le gagner à tout prix. Bon, mais on le sait, le radeau de la Méduse, nous sommes dessus, avec d'ailleurs nos immigrés. On ne sait pas combien ils sont. En 40 ans, 12, 18, 20 millions, on ne sait pas. Mais nous avons déjà de l'eau jusqu'à la poitrine. Par conséquent, s'il en arrive d'autres, eh bien, nous irons tous au fond ensemble. C'est le problème principal. Le problème de l'euro, c'est un problème subséquent, si vous voulez. C'est des problèmes économiques, monétaires, qui peuvent être réglés, à mon avis, qui se régleront d'ailleurs par la désintégration de l'euro. Ce que nous avions souhaité, nous, c'était que cette sortie de l'euro soit organisée de façon à ce qu'elle fasse le moins de dégâts possible. Donc selon vous, si on stopperait l'immigration, il demeurerait un problème démographique sur notre sol? Absolument. Et comment le résoudre? C'est le fait que nous ne faisons pas assez d'enfants. Oui. Et que tout notre, comment dirais-je, notre environnement social
est en fait hostile à la famille. Et toutes les possibilités sont offertes, suggérées, de ne pas avoir d'enfants, ou d'en avoir en tous les cas le moins possible. Or, en Europe, nous avons une moyenne de 1,4 enfant par femme. Dans le reste du monde, c'est dans les pays arabes et musulmans, c'est 3,1, c'est 5,7 en Afrique. Et la population, un chiffre que je donne qui est toujours étonnant pour les gens, le Nigeria, en 2050, dans 34 ans, aura 440 millions d'habitants. Bon. Et ce sera le cas de l'Afrique, qui va passer dans cette période de temps de 1 à 2 milliards et demi, sans que les ressources, bien sûr, soient en mesure de faire face à ces besoins immenses. Par conséquent, il y aura une espèce de struggle for life, une espèce de lutte pour la vie, pour la survie, qui engendrera évidemment des conflits extrêmement violents, et il faudrait être en mesure de s'en défendre, être capable de défendre notre propre territoire, car ce n'est pas seulement un droit que l'on a de se défendre dans son espace national, c'est un devoir qui a été rempli par toutes les générations qui nous ont précédés, et à quel prix? On sait bien que la guerre de 14, ça a été 1 500 000 morts, n'est-ce pas? Bon. Donc, et 4 millions de blessés. Donc, ces sacrifices ont été consentis, et la jeune classe, les jeunes qui arrivent, vont devoir avoir une charge énorme de responsabilité, parce qu'ils vont d'abord avoir à faire face à 2000 milliards de dettes que leurs auteurs auront accumulées, hein, les générations précédentes, enfin, les 2 générations précédentes. Et ils devront faire face à une présence, une pression migratoire considérable, et qu'ils devront endiguer sous peine d'être submergés. C'est clair. Et moi, je pressens cela depuis 40 ans. Depuis 40 ans, j'essaye d'attirer l'attention de l'opinion sur le grave déséquilibre qui se crée entre l'Europe globalement, et pas l'Union européenne, mais l'Europe, comment dirais-je, démographique, et le reste du monde. Voilà, j'entendais tout à l'heure, il y a quelques minutes, à la radio, que le nombre des gens arrivés à Lampedusa est 10 fois plus important que l'année dernière. Bon, bientôt il sera 100 fois plus important. J'aimerais avoir votre avis sur les différents régimes qui ont gouverné la France dans notre histoire. Alors, tout d'abord, commençons par la monarchie. Écoutez, les régimes politiques ont correspondu à un certain niveau d'évolution intellectuelle, économique, sociale, politique. Voilà, la France n'a pas à rougir de ses monarchies. Elle peut rougir seulement de la manière extrêmement brutale et cruelle dont s'est terminée la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais généralement celle d'ailleurs des gens qui ont été massacrés par la Révolution, par les révolutionnaires, qui étaient une minorité, il faut le dire, mais une minorité activiste, très violente et très brutale. Et ensuite, il y a eu l'Empire, qui n'était pas au plan des libertés, certainement un progrès par rapport à la monarchie, qui était plus libérale, mais qui a été un moment de gloire des armes françaises, pour terminer par un désastre, d'ailleurs, terrible à tout point de vue. Et puis, il y a eu les monarchies de la Restauration, et puis celle bourgeoise de Louis-Philippe, et puis la République. La République, c'est un système qui, évidemment, est celui qui instaure une rivalité permanente vers le pouvoir, et expose à des dérives qui, si elles ne sont pas contenues dans un cadre moral et constitutionnel solide, peuvent en effet aboutir à toutes sortes d'abus, aussi bien dans l'excès d'autoritarisme que dans les excès de la décadence et du chaos. Est-ce que vous pensez que la République est le régime le plus adapté à la France aujourd'hui ? Je pense que c'est celui qui... Il n'y a plus de monarchie dans le monde, n'est-ce pas?
des monarchies où le prince gouverne, et je crois qu'il n'en reste plus. Peut-être peut-on dire ça de la Thaïlande ou du Maroc, et encore, c'est soumis à discussion. Non, l'évolution du temps a conduit en effet à des régimes démocratiques et évidemment aussi au risque de leur dérive. Justement, je voulais vous interroger sur le suffrage universel. Au regard du taux d'abêtissement de la population aujourd'hui et de l'effondrement de l'éducation et de nos systèmes de valeurs, est-ce que vous pensez que le peuple est toujours disposé à se gouverner? Moi, je pense que c'est nécessaire. Et je pense que le travailleur manuel qui assume sa tâche, sa fonction de professionnel et de père de famille a tout à fait le même droit, et même peut-être un droit supérieur à un doyen de faculté qui serait, lui, dégénéré. Je crois que la valeur des gens, c'est celle qui se traduit par leur activité et leur prise de responsabilité dans la vie. Je ne crois pas du tout au gouvernement des intellectuels, je ne crois pas du tout au gouvernement des banquiers et des sachants, ce qui nous est proposé par le mondialisme, en quelque sorte. Cela étant, eh bien, un effort constant devrait être consenti pour que nous ayons une amélioration du savoir. C'est ce qui a été perdu. Mais en même temps que le savoir, l'environnement culturel, moral, éthique, qui s'était maintenu jusqu'à une date relativement récente, enfin quelques décennies. La Deuxième Guerre mondiale a été un ébranlement formidable à partir duquel les dérives démagogiques l'ont emporté sur les nécessaires disciplines de la vie sociale. Quel est le personnage historique qui vous inspire le plus? Oh, moi c'est connu, c'est Jeanne d'Arc qui me paraît être le personnage non seulement le plus extraordinaire de l'histoire de France, mais même de l'histoire du monde. C'est un personnage de l'histoire du monde qui va réaliser en 18 mois, à peine 2 ans, un destin absolument extraordinaire qui va conduire cette petite paysanne, de milieu d'ailleurs aisé, contrairement à ce qu'on dit. La maison de Don Rémy montre que les parents avaient déjà un certain bien, ce sont des cultivateurs, mais des hommes libres, n'est-ce pas? Et qui va être général à 17 ans, remporter des victoires, avoir inventé même des techniques militaires, parce que je crois qu'on lui doit la création de l'artillerie. En fait, c'est elle, la première, qui fait mettre des canons sur des chariots et pour pouvoir les transporter. Et voilà, l'artillerie de campagne, en quelque sorte. Et puis, elle va évidemment réaliser la condition à cette époque de l'unité nationale, c'est le sacre du roi à Reims, n'est-ce pas? Puisque le traité de Troyes d'Isabeau de Bavière a livré la France à l'Angleterre, c'était les prémices de l'Europe, en quelque sorte, de l'Europe unitaire, et a ramené la France et les Français à défendre leur territoire. Et puis elle va être condamnée par un tribunal ecclésiastique, ce qui n'étonne pas le président du Front National, puisque dans le combat qui a été mené contre le Front National, l'Assemblée des évêques français a toujours été en pointe. Bon. Donc elle va être condamnée à un supplice terrible, qui est d'être brûlée vive, et elle va mourir elle a 19 ans, donnant un exemple absolument extraordinaire de sacrifice, d'amour de sa patrie, mais aussi du ciel. C'est un personnage qui, à mes yeux, de très loin, dépasse tous les autres. Est-ce que vous pensez que la France a un destin? Je crois que oui. Je pense que la France a un destin missionné
je pense que, et ceci a été rappelé d'ailleurs dans un certain nombre de circonstances, en particulier, je crois me souvenir je crois que c'est Pie X, je crois qu'il y a dans un discours, une encyclique célèbre, à rappeler à la France, peut-être d'ailleurs, c'était au moment de la béatification ou de la sanctification de Jeanne d'Arc, à rappeler son rôle de fille aînée de l'Église, en quelque sorte de modèle éthique de la société mondiale. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur la question migratoire. Si on arrête l'immigration demain, comment gérer les populations qui sont déjà présentes sur notre sol? Écoutez, il faut encourager les gens, d'ailleurs, qui ne se sentent pas bien chez nous. Parce que s'ils se sentent bien, s'ils procèdent à leur assimilation, c'est-à-dire s'ils adoptent les coutumes, les mœurs, la manière de vivre ensemble, qui est la nôtre, et qui a toujours été respectée, y compris par les immigrés européens ou d'ailleurs dans les générations précédentes, et qui sont devenus des Français à part entière, si ceux qui feront cet effort-là, eh bien, devront être, et ce serait souhaitable, acceptés comme des Français et traités comme tels, honorablement. Ceux qui considèrent que leur manière de vivre est incompatible avec la manière de vivre des Français chez eux, eh bien, il leur reste la possibilité soit de regagner leur pays d'origine, soit d'aller dans un pays, je ne sais pas, moi, quand on est musulman, on peut aller en Arabie Saoudite, au Bangladesh, au Pakistan, enfin, dans beaucoup de pays du monde. Est-ce que vous pouvez finir avec un mot d'espoir pour la France? Ah, mais moi, je crois que l'espérance est une vertu. Je crois que l'espoir est une donnée fondamentale de notre destinée. La preuve, c'est que moi, il y a 25 ans, je devrais être à la retraite, eh bien, je continue à combattre. C'est parce que j'ai foi dans les destinées de mon pays, que j'estime du devoir tant de choses, ainsi qu'à ceux par qui je suis arrivé au monde, mes parents, mes grands-parents, les générations qui se sont précédées, mais aussi tous ceux qui m'ont entouré, qui ont contribué, dans le fond, à faire ce que je suis, et puis le devoir que j'ai à l'égard de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants demain, je pense, et bien sûr, pour moi, c'est très clair, la France a un destin, elle doit se maintenir comme une nation libre, c'est pas seulement pour elle un droit, c'est un devoir, et j'ai une pensée tendre, plus que fraternelle, paternelle, pour la jeune génération à qui nous allons laisser la tâche de redresser le pays avec sa dette considérable, avec sa décadence, avec, je crois qu'il faut lever les yeux au-dessus de nos préoccupations quotidiennes et avec l'aide de Dieu, obtenir que le peuple accepte de faire les efforts nécessaires pour survivre et garder sa liberté et garder sa nation, parce que je crois que la nation est, à l'heure où je parle, et probablement pour un certain temps, le cadre le plus performant pour assurer la défense de la liberté, de la sécurité, de l'identité, de la culture, de la langue, même de la prospérité. Par conséquent, je suis plein d'espoir, moi, et mon espoir, dans le temps proche, c'est que Marine Le Pen arrive à la présidence avec une majorité patriote et qui soit en mesure justement d'amorcer le redressement de la France, parce que je crois que le poisson pourrit par la tête, comme disent les Chinois, eh bien, si la tête est saine, le reste du corps le sera aussi. Jean-Marie Le Pen, merci beaucoup. Je vous en prie.